Bonjour à tous. Je vais vous demander de prendre vos sièges. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là hier, mon nom est François Gélineau. Je suis titulaire de la chaire de recherche sur la démocratie et les institutions parlementaires à l'Université Laval. La chaire, en collaboration avec le projet Making Electoral Democracy Work du professeur André Blais, qui est juste ici, organise cette conférence de 2 jours qui a débuté hier après-midi. Pour ceux qui étaient là hier soir, on a eu un avant-goût des discussions qui auront lieu ce matin, donc au sujet du rôle des élus et du fonctionnement des institutions parlementaires. Je discutais dans la salle, entre autres, Louise Harel, lors du souper-conférence, proposait que les élus devraient désormais s'asseoir par ordre alphabétique dans le Salon Bleu plutôt que par parti et par rang ministériel. Je ne sais pas si ça fera l'objet des discussions aujourd'hui. Tant mieux si c'est le cas. Autrement, je suis convaincu qu'il y a bien d'autres sujets à traiter. Donc, on va suivre le même format qu'hier, c'est-à-dire que nous avons plusieurs panels. Nous en avons 4 aujourd'hui, 2 cet avant-midi, 2 cet après-midi. Il y a un lunch aux parlementaires de prévu entre les 2 thèmes. Et entre chacun des panels de l'avant-midi et de l'après-midi, il y a une petite pause café qui se tiendra à l'extérieur dans le hall entre le Salon Bleu et le Salon Rouge. Alors, pour commencer, j'inviterai les participants du premier panel, donc le président Éric Montigny, Benoît Charette, Gilbert Lavoie et Régent Pelletier à s'avancer et à prendre place. Je vais laisser le soin à Éric Montigny de présenter les participants. Malheureusement, je dois vous annoncer que Lise Ravary a dû annuler sa participation pour des raisons personnelles. Donc, nous n'aurons que 3 panélistes, mais je suis convaincu qu'avec un tel sujet, on sera en mesure de combler l'heure et demie qui est allouée au panel. Donc, la question qui sera débattue par nos 3 panélistes est les questions, donc de la période des questions, devraient être soumises au gouvernement par écrit à l'avance. Éric, je te cède la parole. Merci. Merci beaucoup, François. Merci à vous tous d'être là ce matin. Merci aux panélistes aussi d'avoir accepté l'invitation que je présente. Donc, Benoît Charette, député de Deux-Montagnes, qui est aussi responsable du dossier des réformes des institutions et de la démocratie au sein de la Coalition Avenir Québec. Gilbert Lavoie, qui n'a pas besoin de présentation, donc journaliste, chroniqueur au Soleil, qui a aussi une expérience politique qui remonte à plusieurs années sur une autre colline. Alors, peut-être que ce serait intéressant aussi de nous partager certaines réflexions des choses qu'il a vécues à Ottawa. Régent Pelletier, qui a été mon directeur de thèse. Alors, c'est toujours un plaisir de présider des panels où je lui accorde des droits de parole et où je peux lui aussi lui décerner des limites de temps. Ceci étant dit, Régent Pelletier, professeur au département de sciences politiques de l'Université Laval, grand spécialiste des questions parlementaires. Donc, le format de ce matin, on va diviser la période un peu comme on l'a fait hier, un premier tour de table d'une dizaine de minutes chacun, où chacun va présenter un peu sa vision par rapport à la thématique qui est abordée ce matin, suivi d'un petit échange où chacun va avoir un droit de réplique de 2 minutes, et après un échange entre les panélistes, et après, on va ouvrir les questions de la salle. On aborde ce matin la thématique du rôle des élus dans le fonctionnement des institutions parlementaires avec la période de questions, probablement parce que c'est la période des travaux parlementaires qui est la plus connue, la plus médiatisée dans la politique québécoise et canadienne, mais aussi parce que c'est un aspect de la vie politique qui est souvent critiqué, qui est souvent remis en question, mais qui en même temps, c'est comme un plaisir coupable. Les gens aiment ne pas aimer la période des questions, mais ça demeure le point central, le point de chute, si on veut, le moment le plus intense de la vie parlementaire. Il y a différents modèles dans le monde. Je vais entendre nos panélistes là-dessus sur la façon de procéder pour la reddition de comptes du gouvernement, de l'exécutif à la Chambre. Donc, sans plus tarder, je cède la parole d'abord à M. Pelletier pour sa présentation. Vous êtes libre soit d'aller au lutrin, soit de la faire ici à votre guise. Je verrai davantage tout le monde. Parfait. Donc, vous avez une dizaine de minutes.
Alors, merci, Monsieur le Président. Et, je suis bien heureux, puisque je m'intéresse depuis longtemps au bon fonctionnement des institutions politiques. Alors, je suis heureux de pouvoir partager au moins quelques idées avec vous ce matin. Mon point de départ est très simple. C'est comme vous le savez tous, nous sommes en régime parlementaire de type britannique qui repose essentiellement sur la notion de responsabilité ministérielle. C'est-à-dire qu'un gouvernement doit toujours avoir la confiance de la Chambre. Un gouvernement majoritaire jouit toujours de cette confiance de la Chambre. On a beau avoir des motions de censure, on a beau dire qu'on va voter contre le budget, qu'on va refuser des crédits budgétaires, rien n'y change, tout va passer puisque le gouvernement est majoritaire, qu'il y a une forte discipline de parti. Au 20e siècle, au Québec, tous les gouvernements ont été majoritaires. Donc, aucun n'a été défait véritablement par une motion de censure ou autre chose. Au niveau fédéral, la situation a été différente. Depuis 1921, on a eu 12 gouvernements minoritaires. Sur ces 12 gouvernements minoritaires, il y en a 6 seulement qui ont été défaits soit lors d'une motion de censure, soit lors du vote sur le budget. Les 6 autres, c'est tout simplement le premier ministre qui a décidé d'aller en élection au moment opportun. Donc, même là, vous voyez que ça relève aussi du gouvernement lui-même de faire un peu ce qu'il décide de faire à un moment jugé opportun pour lui, même en situation minoritaire. Au Québec, on a connu quand même 2 gouvernements minoritaires récemment. Dans les 2 cas, c'est le premier ministre ou la première ministre qui a décidé d'aller en élection. Évidemment, dans le deuxième cas, dans le cas de Pauline Marois, les partis d'opposition avaient déjà annoncé qu'ils voteraient contre le budget, donc forcément, on serait allé en élection. C'était déjà écrit dans les livres que le Parti québécois devrait aller en élection. Bref, tout ça pour dire que, en quelque sorte, quand on parle de responsabilité ministérielle, qu'on a un gouvernement majoritaire, ce n'est pas les moyens traditionnels à notre disposition qui vont remettre en cause la confiance que l'on peut avoir à l'égard du gouvernement. Et donc, c'est pour ça, selon moi, que la période de questions devient très importante. C'est un moment important pour rendre des comptes, pour que le gouvernement rende des comptes aux députés et à la population en général. Évidemment, dans le cas du Québec, on peut rajouter qu'il y a aussi un autre moment qui est peu couru par les médias, pour ne pas dire pas couvert, c'est la période d'interpellation du vendredi matin. C'est une autre façon de demander à un ministre de traiter de ses dossiers, d'en rendre compte devant la population, mais ça n'a pas d'écho dans les médias d'une façon générale, malheureusement. Ceci étant dit, donc, je reviens à la période de questions, puisque pour moi, c'est l'élément central de reddition des comptes. Comme le disent certains, c'est vraiment une période de questions, laissant entendre par là que le gouvernement ne répondait pas vraiment aux questions. Donc, il n'y avait pas questions et réponses, mais seulement une période de questions. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer cette période de questions, ce que j'appellerais ce show de 45 minutes, dont les extraits les plus importants, pour ne pas dire les plus juteux très souvent, sont rapportés par les médias. Et je dirais que cette visibilité médiatique, dans ce cas-là, très souvent, vient ajouter au cynisme de la population à cet égard. On peut regarder ce qui se passe ailleurs. J'ai jeté un coup d'œil, je n'ai pas fait de recherche approfondie, là, mais j'ai jeté un coup d'œil rapide à la Maison-Mère, qui est le Parlement de Londres, pour voir que du côté de Londres, on a des questions écrites, donc questions orales permises, mais en complémentaire. Alors, c'est essentiellement des questions écrites. Au tout début, on parlait d'une période de 10 jours de séance pour déposer sa question écrite. Donc, ça voulait dire que les sujets chauds s'étaient refroidis très largement par la suite. On a réduit cette période de 10 jours à 3 jours, mais même là, je pense que c'est encore trop long, selon moi.
Autre caractéristique à Londres, c'est que le premier ministre n'est pas là habituellement à la période de questions, puisqu'il y a une période réservée pour lui, c'est le mercredi après-midi, je pense, d'une demi-heure, pour répondre aux questions. Donc, et là, il est le seul, aucun ministre, c'est le premier ministre qui répond à des questions durant une demi-heure. Pour le reste, ce sont les ministres, mais tous les ministres ne sont pas là non plus, c'est en rotation. Et donc, on peut questionner pratiquement un ministre au bout de 4 semaines. Habituellement, la rotation dure à peu près un mois. Et ça aussi, c'est quelque chose que je n'aime pas, que je ne recommanderais pas ici. Je pense que la reddition de comptes doit se faire plus régulièrement. Donc, ce n'est pas, selon moi, un modèle à suivre, ce modèle britannique quant à la période de questions. Si on regarde du côté de l'Australie, là aussi, il y a quelques problèmes. Ça ressemble beaucoup à ce qui se passe au Québec ou à Ottawa, sauf que c'est le premier ministre qui décide, en se levant, que la période de questions est terminée. C'est quand même curieux qu'on demande des comptes au gouvernement et que ce soit le premier ministre qui décide que c'est terminé. Bon, évidemment, on laisse habituellement une période assez longue, autour d'une heure, mais c'est le premier ministre qui se lève et dit, voilà, pour les autres, ça sera au préavis, envoyé au préavis, tout ça. Donc, vous voyez que là aussi, c'est une autre façon de procéder, mais pour moi, ça ne correspond pas à l'essence même d'une reddition de comptes que le premier ministre puisse décider qu'à un moment donné, on met fin au débat, en quelque sorte. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer un peu ce moment important de la vie parlementaire? J'ai quelques propositions. Vous pouvez ne pas être d'accord. Je ne pense pas que ce sera appliqué aussi très facilement, mais voilà, je les livre ici en vrac. Premièrement, je crois que cette période doit être réservée exclusivement aux députés de l'opposition. Même si les députés ministériels utilisent peu la période de questions, puisqu'ils peuvent poser eux aussi des questions, c'est qu'habituellement, c'est ce qu'on a constaté, en tout cas ici, et ce qu'on a appelé dans le jargon parlementaire, c'est qu'habituellement, à ce moment-là, c'est une question plantée, c'est-à-dire qu'on veut que le ministre annonce une bonne nouvelle, par exemple, et donc le député ministériel se lève pour poser une question au ministre Y qui annonce une bonne nouvelle à la population. Alors, à ce moment-là, est-ce que c'est nécessaire? Le ministre a beaucoup d'autres occasions d'annoncer des bonnes nouvelles et le député, s'il veut en savoir un peu plus, il a aussi son caucus pour questionner le ministre lui-même. Donc, pour moi, ça doit être réservé exclusivement aux députés de l'opposition et non pas aux députés ministériels. C'est une période de reddition de comptes. Deuxièmement, je crois que les questions devraient être soumises à l'avance à la présidence, qui en fait part au ministre concerné ou au premier ministre selon le cas, et qu'il appartient aux partis politiques eux-mêmes d'établir un ordre que suivra le président. Habituellement, c'est quelque chose qui se fait. Ça, on commence toujours par le leader, le chef de l'opposition officielle, ensuite qui a droit à une ou deux questions et peut-être deux autres dans son parti. Ensuite, on va du côté de la deuxième opposition ici. Alors, disons, la vieille tradition du président qui voit une personne se lever et c'est elle qui aura le droit de parole, je pense que c'est quelque chose de suranné, qui est dépassé. Tout simplement, il faut jouer fair play. Et donc, c'est tout simplement le parti qui va établir, voilà quelle est la liste de nos questions, voilà quel est l'ordre que l'on veut que vous suiviez tout simplement. Donc, des questions soumises à la présidence selon un ordre préétabli et des questions certainement précédées d'une mise en contexte. Je pense que c'est important. En Nouvelle-Zélande, où on a des questions écrites, pour eux, ça doit être une question courte, très, très brève, et ça doit commencer tout de suite par un mode interrogatif. Moi, je pense qu'il est nécessaire d'avoir une mise en contexte pour telle ou telle situation, et ensuite, c'est suivi d'une question en bonne et due forme. Troisièmement, ces questions devraient être soumises à la présidence au plus tard
c'est la journée précédente, en fin d'après-midi, vers 16h, 17h. Donc, suffisamment de temps quand même pour le ministre concerné de demander ses adjoints de lui préparer des réponses, c'est ce qu'on fait habituellement, plutôt que ce soit les adjoints qui se lèvent à 5 heures du matin pour essayer de voir quels seront les sujets d'actualité qui seront couverts durant la période des questions. Alors, tout simplement ici, laisser le temps un peu au ministre de se préparer en conséquence et tout simplement de voir et d'apporter, évidemment, une réponse à la question qui est posée. Donc, je dis la journée précédente pour tenir autant que possible, tenir compte de l'actualité ou des sujets chauds ou importants là, du moment. Le président aussi, quatrièmement, je dirais, devrait toujours permettre de poser une question complémentaire. Ça, je pense que ça va de soi, précédé d'un très court préambule. Lorsqu'on n'est pas satisfait de la réponse posée ou qu'il y a encore des points qu'on voudrait faire éclaircir, je pense que c'est nécessaire d'avoir une question complémentaire, tout simplement. Cinquième point, quant au temps qui serait imparti au proposeur d'une question principale, moi, je pense que, à Ottawa, je pense que c'est 35 secondes. Je pense ici, je dirais 45 secondes, ce serait suffisant pour exprimer, avoir sa mise en contexte et poser la question. Le ministre ou le premier ministre, selon le cas, aurait peut-être 1 minute 30 pour y répondre. S'il n'est pas capable de répondre adéquatement en 1 minute 30, je pense qu'il y a un problème de ce côté-là aussi. Alors, normalement, plutôt que de répondre sans répondre, comme on le fait trop souvent, c'est d'aller directement à la question posée. Et voilà quelle réponse on apporte tout simplement. Et je pense qu'en 1 minute 30, on peut le faire suffisamment. S'il y a une question complémentaire, ce que je souhaite très souvent, ce serait peut-être 30 secondes, 1 minute à ce moment-là, ou 45 secondes de réponse. Normalement, ici, ça devrait être assez plus rapide. La mise en contexte est plus rapide et tout ça, et la réponse devrait l'être aussi. J'espère qu'ainsi, ce ne serait plus nécessaire de recourir aux questions de règlement qui deviendraient, semble-t-il, inutiles, et on sauverait beaucoup de temps sans toujours recourir aux questions de règlement pour telle ou telle chose, et qui, pour moi, m'apparaissent du temps perdu habituellement. Alors, cette période de questions, à partir de questions écrites, pour moi, ce serait une période de 30 minutes, soit à peu près 9-10 questions que l'on pourrait traiter adéquatement durant cette période-là. Dominique Mignot a déjà calculé que durant la session d'hiver 2011, pour le 45 minutes, là, il y avait en moyenne 9,3 questions qui étaient posées. Et donc, je pense qu'on pourrait en arriver facilement à ce même nombre avec des questions écrites. Par contre, pour tenir compte davantage de sujets nouveaux, de plus récents, qui pourraient mériter des questions de l'opposition, par exemple une manchette d'un journal et tout ça qui nous arrive le matin même, et je pense qu'on devrait utiliser peut-être les 15 minutes restantes pour une période de questions non annoncées, selon la formule traditionnelle, en espérant que là aussi, il y a de véritables questions et de véritables réponses autant que possible. Si on n'est pas tout à fait satisfait de ça, on peut aussi recourir à l'interpellation, donc pour approfondir une question ou un sujet donné, ce qui est permis par le règlement ici, ce qui a été ajouté depuis la réforme de 1984. Je pense que c'est une très bonne mesure, sauf que, comme je le disais tout à l'heure, elle n'est pas vraiment couverte par les médias, donc elle a peu d'impact à l'extérieur de l'Assemblée nationale. Également, on peut continuer aussi d'utiliser les débats de fin de séance. Il y a toujours une petite période en fin de séance pour revenir sur des sujets là, d'actualité. En ce qui a trait maintenant au décorum, disons là, ici j'ai parlé plutôt de la procédure d'une façon générale, le décorum, c'est peut-être un des points majeurs. Lorsqu'on regarde du côté d'Ottawa, il y a vraiment manque de décorum d'une façon générale, à Québec aussi, là, mais à Ottawa, lorsqu'on entend la télévision, entre autres, cette période de questions,
on voit qu'il y a toujours un bruit de fond constant. Il semblerait que bien des députés parlent entre eux et tout ça, qu'il y a des commentaires et tout. C'est un peu la foire aux questions, en quelque sorte. Je pense qu'il faut avoir un peu plus de décorum. C'est une période importante de reddition de comptes. Et la présidence doit s'assurer que cette période sera utilisée pleinement par le ou la députée qui va poser une question et par le ou la ministre qui va y répondre véritablement en évitant les attaques directes de l'un ou de l'autre. En plus, je crois que le président devrait rappeler plus souvent à l'ordre ceux ou celles qui parlent, qui chuchotent, qui lancent des cris, des propos désobligeants, des commentaires inutiles et tout ça. Et surtout, j'ajouterais, interdire les applaudissements inutiles. Et des applaudissements parce qu'ils grugent du temps, des applaudissements qui accompagnent toujours la levée spontanée des troupes, je dirais peut-être du troupeau à ce moment-là, et ce, d'un côté comme de l'autre. Alors, tout ceci pour réduire davantage la forte partisanerie qui caractérise évidemment toujours la période de questions. On ne peut pas l'enlever. Ce sont des partis qui s'affrontent, ça va de soi. Mais je pense qu'il y a des choses inutiles qui enlèvent au décorum de cette période de questions et qu'il faudrait interdire un certain nombre de choses simplement pour qu'il y ait vraiment questions et réponses. C'est ça qui est important. Le reste, c'est du show. Alors, on n'a pas besoin d'un spectacle qui va passer à la télévision et qui va ajouter au cynisme de la population. Bref, il y a des sanctions possibles aussi pour le président qu'il utilise très, très, très rarement, soit le retrait du droit de parole, par exemple, à un député, ou même l'expulsion d'un membre. C'est rarement utilisé, mais ça pourrait l'être davantage, peut-être, si ça ne marche pas à son goût durant la période des questions. Bref, je conclus, il ne faut pas abolir la période des questions. C'est un moment important de reddition des comptes de la part du gouvernement. Mais il faut faire en sorte que la période de questions soit une période de questions clairement formulées, de réponses adéquates, dans le respect des uns et des autres, de façon à faire avancer le débat plutôt que d'en faire un show pour les médias, ce qui contribue à accroître le cynisme. Je parle du show ici qui contribue à accroître le cynisme, mais j'ajouterais aussi peut-être que les médias contribuent aussi à accroître ce cynisme-là à leur manière au sein de l'électorat. Merci. Merci bien. Donc, vous avez fait un enchaînement. La table est mise pour Gilbert Lavoie pour parler des médias. Merci. À toi la parole, Gilbert, pour une dizaine de minutes. Bonjour à tous. Alors, vos constats là, sont fondés, puis le professeur Pelletier en a parlé, c'est un exercice médiatique partisan, le ton scandalisé de l'opposition, le parti au pouvoir qui tourne en ridicule les indignations de leurs adversaires, et ce qui mène au cynisme des citoyens. Tout ça, c'est très vrai. Mais je vais commencer mon intervention avec une question. Est-ce que Stephen Harper aimerait avoir les questions de l'opposition et les questions des journalistes à l'avance? Bien sûr. Est-ce que Philippe Couillard aimerait ça, connaître les questions de l'opposition ici à l'avance? Mettons qu'il prendrait moins de plaisir que Stephen Harper, mais ça ferait certainement son affaire. Est-ce que l'opposition, est-ce que Mme Maltais aimerait ça toujours donner ses questions à l'avance au gouvernement? Pas du tout. Bon, alors, c'est certain, c'est évident que si l'opposition donne ses questions à l'avance, ça fait l'affaire du gouvernement, parce qu'il n'y a pas d'élément de surprise, ça lui donne le temps de se préparer, ça lui donne des lignes de presse, ça lui donne le temps de trouver des réponses ou d'évacuer même certains sujets. Et puis pour l'opposition, les avantages ne sont pas évidents. Ça évacuerait dans beaucoup de cas le jeu partisan qui est une composante essentielle quand même de notre démocratie. Et il ne faut pas oublier que lorsqu'on parle des critiques de l'opposition, bien, ils ont un rôle, le but de la période de questions, c'est de poser des questions, mais c'est également de critiquer les politiques du gouvernement. C'est pour ça qu'on parle des critiques de l'opposition. Je me souviens d'avoir posé la question un jour à Bernard Drinville lorsqu'il était critique de Philippe Couillard, quand Philippe Couillard était ministre de la Santé, un ministre qui en menait large, très
très impressionnant. Et j'avais dit à Drainville, je ne trouve pas ça difficile d'interroger un gars comme Couillard qui connaît très bien ces sujets, alors que toi, tu n'es pas médecin, tu ne connais pas nécessairement ce domaine-là. Et ce qu'avait dit Drainville, oui, c'est assez intimidant d'interroger un gars comme Philippe Couillard, mais je me dis qu'au fond, le rôle du critique de l'opposition, et c'est important, c'est de réussir à amener le gouvernement à se questionner sur certaines de ses décisions. Parce qu'au fond, c'est ça. Indépendamment des lignes partisanes, si un critique de l'opposition sérieux parvient à convaincre le ministre ou le premier ministre que telle décision ou telle politique ou telle situation est inacceptable et à l'amener à s'interroger là-dessus, bien, il a un apport important au débat. Bref, déposer des questions à l'avance, je ne suis pas convaincu que ce serait de façon systématique une bonne idée. Et en plus de ça, vous savez ce qu'en feraient les journalistes. Bon, supposons que les questions sont données. Bon, la veille au président, c'est une formule là, à laquelle je n'avais pas pensé, mais si l'opposition donne ces questions au gouvernement, disons, 48 heures d'avance, bien, il y a de bonnes chances que les journalistes soient également informés des questions qui s'en viennent et qu'on réponde nous-mêmes aux questions qu'on pose, qu'on fasse les recherches. Il me semble sur les sujets importants, on le ferait. À tout le moins, les sujets intéressants. Vous savez, la politique, ce n'est pas seulement un exercice là, parfait, rationnel. La politique, c'est également les communications. Un bon politicien, on l'a vu récemment ici à l'Assemblée nationale, là, par certaines démissions, certains départs, un bon politicien doit savoir communiquer. Et ça, c'est important, pas seulement pour répondre aux questions de l'opposition et aux questions des journalistes, mais également pour convaincre la population du bien fondé de ces politiques. Quelqu'un qui va en politique qui est incapable de faire ça, il va nulle part. Alors, c'est l'instinct, c'est la capacité de réagir rapidement et bref, de communiquer. Et la période de questions non annoncées sert à ça. Le ministre à qui on donnerait la possibilité d'avoir les questions de l'autre, bien, qu'est-ce qu'il ferait? Il arriverait à la période de questions avec un texte qui vous lira en pleine face, rédigé par des adjoints, un texte composé de lignes de presse qui parviendrait très souvent à évacuer les questions et à éviter de répondre efficacement aux questions. Alors, que faire? Bon, la période de questions actuellement, là, M. Pelletier en parlait, c'est un peu l'équivalent de Twitter. Hein? Au lieu de compter les frappes, là, on compte les secondes. Ce n'est pas vrai qu'en l'espace d'1 minute 30, on peut répondre adéquatement à une question de fond, une question qui mérite explication. M. Dion, vous avez de l'expérience en politique, vous savez à quel point les sujets sont complexes. 1 minute 30 là, pour répondre à une question sérieuse, bien l'envelopper, donner le contexte, ce n'est pas là que ça se passe à la période de questions. Et je ne crois pas non plus, même si idéalement on aimerait que ce soit ça la période de questions, je ne crois pas là, que ce n'est pas là non plus qu'on a véritablement les explications du gouvernement ou également le véritable contexte des questions que pose l'opposition. Alors, que faire? Bon, bien, vos constats, je l'ai dit au départ, sont corrects, là, mais il me semble qu'il faudrait beaucoup plus d'intervention de la part de la présidence. C'est l'article 79 que vous invoquez souvent, Mme Maltais. Vous ne répondez pas aux questions. Et quand vous étiez au pouvoir, c'est les libéraux qui vous disaient ça, vous ne répondez pas aux questions. Et on sait que c'est vrai. C'est très, très, très souvent vrai dans le jeu partisan. Le gouvernement ne répond pas aux questions ou essaie d'éviter les questions. Il répond aux questions lorsque ça fait son affaire. J'ai été vraiment agréablement surpris, et je l'ai écrit, de voir François Blais, par exemple, ici, à deux ou trois reprises, dire, écoutez, je n'ai pas... C'est problématique, ce que vous m'annoncez là. Je n'ai pas la réponse, je vais vous revenir. Je pense qu'un politicien sérieux doit tenter de répondre aux questions et lorsqu'il n'a pas la réponse, il doit se donner le temps de la trouver. Et ça, c'est acceptable autant pour l'opposition que pour les médias. Alors, bref, le président doit être plus sévère. Il me semble que, je ne sais pas, là, l'article 79... je n'en connais pas véritablement la teneur, sauf le fait qu'on l'invoque tout le temps, là, mais s'il est là, s'il n'est pas suffisamment fort, il faudrait peut-être le modifier de façon à ce qu'il soit plus efficace. Un des défauts de l'opposition, quelle qu'elle soit, c'est de façon générale pas de poser des questions, c'est de uniquement critiquer.
de faire un procès d'intention du gouvernement, là, et ça, c'est systématique, c'est une vraie plaie à la période de questions. Je comprends que dans le jeu partisan, on puisse critiquer le gouvernement. Mais quand la question principale, au départ, on se tourne vers le président, « Monsieur le Président, c'est terrible ce qui se passe là. » Bien, vous n'appelez pas une réponse à votre question, là. Alors, il me semble à tout le moins que dans la question principale, ça devrait être une vraie question principale. Interdire les applaudissements, bien, je ne trouve pas, M. Pelletier, qu'il y en a. Il y en a, là, mais je trouve que dans la dynamique d'une période de questions, où un ministre ou encore un critique de l'opposition, très souvent, est tellement dénigré et tellement... c'est difficile à interroger quelqu'un efficacement à période de questions, et c'est difficile, c'est intimidant pour un nouveau ministre de répondre à l'opposition, et même parfois les ministres d'expérience. Alors, les applaudissements, je ne trouve pas qu'il y a d'abus, et je trouve que ça permet au groupe d'envoyer un message, de dire « ben oui, ben voilà, on est d'accord avec ça ». Et c'est, à certains égards, significatif. Ce n'est pas totalement inutile. Nous, comme journalistes, quand on voit un groupe se lever pour vraiment applaudir un de ses ministres ou le premier ministre, ça veut dire que là, chez le groupe, là, parce que de façon générale, ça se fait assez spontané. Je ne pense pas que ce soit organisé d'avance, ça. Hein? C'est assez spontané. Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que tout le caucus est derrière le ministre ou le premier ministre sur cette question-là. Pour un ministre qui éprouve des difficultés, quand il réussit à bien répondre et puis à sonner un peu le critique de l'opposition qui l'accable de reproches, bien, c'est important que les ministres aient parfois ces encouragements-là. Alors, je n'interdirai pas les périodes de questions. J'étais dans les propositions, là. J'étais dans les solutions. Excusez-moi, je suis rendu aux solutions de M. Pelletier, là. Je ne me rendrai pas très loin. Mais je pense que je vais résumer là-dessus pour vous dire que les suggestions qu'avait M. Pelletier, qui est un 30 minutes de questions rédigées à l'avance et envoyées au président, je pense que, M. Pelletier, vous êtes trop généreux sur le 30 minutes. Il n'y a pas 25 sujets par jour qui méritent des questions écrites d'avance. On le sait, l'opposition prépare très souvent la moitié, sinon les 3/4 de ces questions à partir des articles de journaux, à partir de rumeurs, très souvent à partir de rumeurs qui ne sont pas fondées. Les vrais sujets là, qui méritent des explications vraiment bien appuyées et qui mériteraient une question à l'avance, donc qui ne sont pas nécessairement dans l'actualité immédiate, il n'y en a pas tant que ça. Alors moi, je ne donnerais pas 30 minutes. Dire qu'à chaque parti d'opposition, vous avez droit à chaque période de questions à une question, sous-question et même deuxième question complémentaire à l'avance, ça pourrait être utile dans certains cas et ça forcerait le parti d'opposition à arriver à ce moment-là avec des questions qui sont sur des questions de fond et pas simplement des pièges pour embêter le gouvernement. Bref, ça pourrait éclairer davantage le bon peuple sur ce qui se passe. Mais le reste, si on acceptait de voir une plus grande discipline de la part du président concernant l'article 79 pour forcer le gouvernement à répondre, moi, je n'accepterais pas ça. Je trouve que la présidence ne fait pas son travail très souvent là-dessus. Et si l'opposition faisait un effort véritable pour poser des questions au lieu de simplement critiquer, il me semble qu'on améliorerait beaucoup cet exercice très important de la période des questions. Alors, je m'arrête là pour le moment. C'est excellent, merci. Je suis heureux de voir qu'il va y avoir des discussions, des points de vue qui s'opposent maintenant. La parole est au député de Deux-Montagnes pour une dizaine de minutes. Juste pour ne pas perdre le contrôle du temps. Bonjour tout le monde. C'est un plaisir de me retrouver avec vous cet après-midi, en début de journée plutôt, et merci aux organisateurs également. Très, très belle initiative. Passer troisième, il y a toujours le risque de la redondance. Je tenterai de ne pas trop tomber dans le siège. Pour les deux professeurs qui nous accompagnent ce matin, je admets d'emblée que je serai mauvais élève en ce sens que je ne répondrai pas directement à la question, mais je vais tenter aussi peut-être de trouver des pistes de solutions et peut-être commencer dans un premier temps à vous parler de la journée classique d'un député à l'Assemblée nationale.
Et ça, peu importe la formation politique, convaincu que ma collègue Agnès va partager le même constat. Il y a beaucoup de travail qui se fait à l'Assemblée nationale et il y a beaucoup de beau travail, de travail constructif qui se fait à l'Assemblée nationale. La journée type, lorsque l'on siège, je vous dirais, pour la plupart, on va arriver vers les 7h30 le matin. Il y a un premier caucus qui se tient. Il y a des séances de travail. Il y a du travail en commission parlementaire. Et les commissions parlementaires, plus souvent qu'autrement, peuvent aller jusqu'à 21h30 le soir, ce qui fait qu'on quitte rarement, pour ceux qui siègent avant les 9h30, 10h. Bref, une journée de travail à l'Assemblée nationale, essentiellement, on peut parler aisément de 14 heures. Donc, c'est une journée qui est soutenue. Un travail, je le disais, pour l'essentiel, qui est constructif, parce que peu importe le parti politique, peu importe le député, on en côtoie tous plusieurs. On est 125 ici à l'Assemblée nationale. Moi, personnellement, je n'en connais pas, peu importe la formation politique, qui est ici pour les mauvaises raisons. Je reconnais chez tout le monde la volonté de travailler à faire avancer le Québec. On peut ne pas être d'accord avec certaines des idées qui sont mises de l'avant, mais je reconnais cette bonne volonté chez tout le monde. Et aussi, ce qu'on oublie trop souvent, et le président, à juste titre, le rappelle régulièrement, l'essentiel, la très, très grande majorité des projets de loi qui sont adoptés le sont à l'unanimité. Selon les chiffres de la présidence, on parle plus ou moins de 85% des projets de loi qui sont adoptés ici à l'Assemblée nationale, année après année, qui sont adoptés à l'unanimité. Bref, on ne peut pas dire que l'Assemblée nationale n'est pas fonctionnelle, on ne peut pas dire qu'elle n'a pas un produit, somme toute, de qualité ou qui n'est pas le fruit d'un travail qui soit constructif. Malgré tout, quelle est la perception dans la population sur les 14 heures de travail qui sont faites jour après jour? Ce sont ces 45 fameuses minutes. C'est très court, 45 minutes sur 12 ou 14 heures de présence, c'est très, très court, mais n'empêche que ce sont ces 45 petites minutes qui viennent teinter la perception de la population à l'égard de leurs élus, à l'égard de l'Assemblée nationale. Les critiques ou les termes ou les qualificatifs que l'on entend et que vous entendez, cirque, foire d'empoigne, clown, garderie, enfants d'école et tout ça, ce sont réellement la perception ou ce sont réellement les qualificatifs qui viennent teinter la perception qu'a la population de la période de questions. Donc, il y a définitivement un constat à faire. Il y a à retenir une leçon de tout ça. Il y a une responsabilité, je vous dirais, peut-être partagée. Oui, les élus en premier lieu ont une responsabilité, on ne peut pas la nier. Ce serait faire preuve d'aveuglement volontaire que de tout rejeter sur le dos des médias, mais je pense aussi que les médias ont une certaine responsabilité. En disant ça, ce n'est pas un blâme que j'adresse, mais c'est de voir comment mieux couvrir les autres aspects du quotidien qui se vit à l'Assemblée nationale en commission parlementaire. Je comprends aisément la réalité des journalistes qui ont un produit à livrer dans des délais souvent extrêmement serrés. Donc, pour le journaliste, c'est certainement difficile ou sinon impossible, bien souvent, de s'asseoir 6 heures de temps en commission parlementaire pour voir, parmi toutes les questions posées ou parmi tous les échanges, voir qu'est-ce qui pourrait faire l'objet de la nouvelle. Mais je suis intimement convaincu, ultimement, que si ce travail-là était aussi mieux médiatisé, que la perception serait très certainement différente. Il y a eu un bel exemple qui est souvent cité à juste titre ces dernières années, celui de Mourir dans la dignité, qui a été piloté de main de maître, notamment par notre collègue Véronique Yvon du Parti québécois, mais pour lequel aussi les autres formations ont été associées et il n'y avait pas cet esprit de partisanerie. Et ce type de travail-là doit faire école, mais n'empêche qu'il se vit pratiquement au quotidien à travers d'autres sujets sans que ça ne soit relayé dans les médias. Ceci dit, il y a un problème. Le diagnostic que mes deux collègues prédécesseurs ont posé, il est juste. Il y a un problème de perception qui commande une réponse. Est-ce que la question posée représente la solution? Bien honnêtement, je ne suis pas certain, pour les raisons qu'exprimait essentiellement Gilbert plus tôt, je ne suis pas certain que ce serait la solution que de soumettre les questions. Il y a certainement une piste de solution à envisager, mais ce ne serait pas aller assez loin
que de simplement soumettre la question. Quel est le diagnostic ou quel est le problème à la base? C'est la redondance des sujets, très certainement, avec un excès de partisanerie, mais cette redondance-là fait, et c'est des chiffres qui éventuellement pourront être étudiés. On avait fait l'exercice au niveau de la Coalition Avenir Québec il y a quelques semaines et il n'y a pas eu grand changement depuis. On a célébré, vous me permettrez de douter du mot « célébrer », mais on a souligné à tout le moins le premier anniversaire du gouvernement il y a quelques jours. Et ce qu'on a constaté, c'est que quelques ministres, après une année complète d'exercice, n'avaient pas encore répondu à une seule question complète. Qu'est-ce qu'une question complète? C'est la question principale avec les deux complémentaires. Donc, après une année complète d'exercice, on a encore à tout le moins un ministre que j'ai en tête qui n'a pas répondu à une question complète. On lui attribue une complémentaire, peut-être une deuxième, mais encore jamais une question complète, alors qu'il a une responsabilité, somme toute, conséquente. Si on l'a nommé ministre, c'est qu'il est à la tête d'un ministère ou à tout le moins de dossiers importants. Donc, il y a beaucoup de redondance. 125 élus, et je vous dirais, la période de questions, essentiellement, c'est l'affaire d'une douzaine d'individus, parce que toujours les mêmes questions, toujours les mêmes personnes qui les posent ou qui leur répondent. Donc, une redondance, oui, mais ultimement, ça veut dire quoi? Ça veut dire 90 % ou à peu près des députés présents agissent en simples spectateurs, qu'on fait complice souvent aussi d'une partisanerie exacerbée. Donc, ce n'est pas l'exercice le plus constructif de la journée. Il y a malheureusement énormément de sujets qui sont évacués parce qu'effectivement, la période de questions se prépare le matin même avec les sujets chauds, alors qu'il y a bien d'autres sujets d'intérêt qui mériteraient aussi une attention plus grande. Donc, je ne pense pas qu'en soumettant la question à l'avance, que ce soit 24, 48 ou 72 heures, l'impact ou la différence serait significative. Donc, une piste de solution peut être intéressante, mais il faut en explorer d'autres. On a un système parlementaire de type britannique, très certainement, mais il n'y a strictement rien actuellement qui nous empêcherait de procéder à une réforme qui soit plus importante. On a d'autres modèles. On a évoqué tout à l'heure le modèle anglais, sinon du côté de l'Australie, mais il y a d'autres modèles qui n'appartiennent pas au régime parlementaire britannique à proprement dit, mais qui pourraient aussi être importés, à tout le moins en partie. Si on regarde ce qui se fait du côté des États-Unis, par exemple, le député ou l'élu trouve sa valorisation dans le fait de questionner l'exécutif qui n'est pas élu. Hein? C'est pas le même principe pour ce qui est de l'équivalent des ministres, à tout le moins, mais le travail se fait beaucoup en ce qu'on pourrait appeler ici en commission parlementaire, donc les titulaires de charges publiques de façon périodique et régulièrement ou sous convocation sont invités à répondre à des questions en commission. C'est un modèle qui peut être intéressant et qui n'est pas impossible au Québec. Actuellement, ce modèle-là se vit une fois par année. C'est ce qu'on appelle l'étude des crédits. C'est probablement là où les échanges sont les plus constructifs. C'est probablement là où le ministre essaie du mieux de sa capacité avec l'équipe de gens qui l'entourent de répondre aux questions. Donc, c'est un exercice de reddition de comptes qui a certainement beaucoup plus de valeur que la période de questions comme on la vit présentement. Donc, c'est une réflexion qui est pertinente, qui est nécessaire. On la mène actuellement du côté de la Coalition Avenir Québec sans avoir tranché sur un modèle plutôt qu'un autre, mais il faut trouver le moyen de rendre honneur à l'exercice de reddition de comptes qui revient aux députés. Le député a trois rôles essentiellement. On l'oublie trop souvent. Il y a le volet représentation, oui, en circonscription, qui est incontournable. Il y a le volet de législateur. Il y a le volet aussi, justement, de questionner l'action gouvernementale, mais il faut trouver le forum qui nous permet de le faire sans que ce soit dans le cadre que l'on connaît, parce que ces 45 petites minutes font extrêmement mal à la perception que peuvent avoir les citoyens et les citoyennes dans la population. Et ultimement, si on devait convenir d'une réforme, peu importe laquelle, on ne peut pas se limiter uniquement à une réforme de la période de questions. L'enjeu ou la problématique ou le cynisme sont trop importants pour limiter au seul exercice de la période de questions.
Il faudra avoir d'autres questions et elles sont pour la plupart posées dans le cadre du présent colloque, c'est-à-dire est-ce que le mode de scrutin ne doit pas être pensé? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres solutions aussi qui permettraient une démocratie plus participative et qui permettraient aux citoyens de mieux s'identifier en la personne de ces élus? Donc, je vais m'arrêter ici pour le moment et on pourra compléter avec les questions plus tard. Merci. Alors, juste pour vous rassurer, vous avez bel et bien répondu à la question qui était posée. Sur ce, on dispose de quelques minutes pour rebondir un peu sur ce qui a été dit. On va procéder en 2 temps. Une première série de réponses très, très courtes sur des éléments qui vous ont peut-être interpellé, et après, on va échanger avant de laisser la place au public. Donc, je vais procéder dans un ordre inverse. J'inviterai peut-être Benoît Charette à commenter ou interagir avec, très brièvement, peut-être 1 minute, sur des choses que vous avez entendues qui vous ont frappé de vos côtés. En fait, c'est un complément d'information. Peut-être M. Pelletier parlait de la fameuse interpellation du vendredi, qui est effectivement un outil intéressant pour l'opposition. Il y en a d'autres aussi, mais qu'on n'a malheureusement pas le réflexe d'utiliser peut-être avec la même habitude et qui, effectivement, d'autres outils qui ne sont pas aussi couverts. Il y a le débat de fin de séance aussi. Lorsqu'on trouve que la question n'est pas suffisamment bien répondue, il y a le débat de fin de séance qui peut être très intéressant parce que la durée est un petit peu plus longue, autant pour la question posée que pour les réponses. Donc, on peut espérer un petit peu plus de substance à ce moment-là. Mais souvent, les heures de tombée sont passées à 6 heures. Donc, l'intérêt peut-être pour les journalistes de ce petit moment qui a lieu aux alentours de 5 heures, 5 heures et demie en fin d'après-midi est moins grand. Et pourtant, il peut y avoir des éléments intéressants à ce niveau-là. Il y a aussi la question, parce qu'on a la question écrite. On a la question écrite à travers le feuilleton, mais là aussi, c'est un exercice qui est peut-être pas suffisamment utilisé et qui mériterait sans doute d'être mieux encadré, en ce sens que les délais de réponse sont excessivement longs. On peut soumettre à travers le feuilleton une question écrite, mais il n'y a pas de règle qui stipule qu'elle doit être répondue dans un délai X, ce qui fait que la réponse peut parvenir plusieurs semaines après que la question a été posée. Bref, il y a des outils à notre disposition, il faut juste voir comment peut-être mieux les utiliser de notre côté. Je laisserai la parole à M. Pelletier rapidement, oui, en réponse à ces commentaires. Oui. Disons, j'avais des réponses pour les deux. Oui, voilà. On a du temps. Oui. Je commencerai par quelques commentaires de Gilbert Lavoie. Là. Vous avez souligné vous-même qu'effectivement, il n'y a pas vraiment de réponses qui sont données lors de la période de questions. Moi, j'aimerais bien qu'on en arrive à donner des réponses, justement. Si on ne donne pas de réponse, à quoi ça va servir véritablement cette période de questions? Et c'est pour ça qu'en donnant à l'avance au moins la question, assez tardivement quand même, si le ministre n'est pas capable de répondre, c'est qu'il a un problème. Alors, moi, je pense qu'à ce moment-là, ça le forcerait davantage à donner une réponse conséquente, tout simplement en disant, vous avez eu quand même le temps de vous préparer, même s'il lit ce que les adjoints ont présenté. D'ailleurs, c'est ce que, même pour d'autres questions, il lit aussi ce que les adjoints ont présenté. Au moins, il devrait y avoir une réponse. Okay? Le 30 minutes, c'est peut-être trop long. Ça me... Je n'ai pas de problème. J'ai donné, disons, ce temps-là à peu près. Ça peut être, disons, moitié-moitié. Bon, ça importe peu. Ce n'est qu'une modalité. Autre problème, on a parlé de l'intervention de la présidence. Donc, intervention accrue de la présidence. Le président, il est coincé en quelque sorte. Le président, il vient d'un parti politique et il vient du parti au pouvoir. Alors, comment voulez-vous qu'il agisse régulièrement contre son parti, même si le président ne participe plus aux activités partisanes, il vient quand même de ce parti-là. Alors, moi, je ne crois pas beaucoup que le président puisse intervenir rigoureusement lors de la période de questions, justement à cause de ce problème-là. Et tout le monde sait que même si le président est élu, on connaît le résultat à l'avance de toute façon, sauf dans un cas qui est bien connu ici. Pour le reste, on connaît toujours le résultat à l'avance. Alors, disons, c'est toute une fiction de dire qu'on élit le président. Il vient du parti au pouvoir. Et comme il vient du parti au pouvoir,
il n'intervient pas toujours, justement, adéquatement pour essayer de ramener l'ordre à l'intérieur de l'Assemblée nationale. C'est le grand problème. L'autre aspect, c'est vrai que l'opposition fait souvent le procès du gouvernement. D'ailleurs, c'est son rôle. Il me semble qu'avec des questions écrites, peut-être que ça transparaîtrait moins à travers la question écrite. C'est-à-dire parce qu'il y a toujours un effet de toge lorsqu'on pose la question orale, on le voit, on est enflammé, tout ça. Il faut... il y a un effet de toge qui donne un peu de mordant à la question, mais lorsque la question est écrite, le lendemain, tout simplement, on la lirait telle qu'elle est, et ensuite, on devrait demander une réponse. Et effectivement, il faut garder une période de questions non annoncées, mais en même temps, il faut aussi avoir des questions écrites pour avoir de véritables réponses. C'est ma position, en tout cas. L'autre chose, je suis d'accord que les médias, ne couvrent pas tout, ne couvrent davantage la période des questions, puisque c'est là qu'il y a un show, il y a un spectacle, où on couvre aussi les sujets plus controversés. C'est vrai que la grande majorité des projets de loi sont adoptés à l'unanimité. Il faut bien voir qu'un bon nombre de ces projets sont aussi un projet de loi qui vient amender une loi déjà existante et tout ça. Donc, souvent, ça suscite moins de controverses et de ce fait, disons, les députés sont d'accord. Ce qui est couvert par les médias, ce sont les sujets plus controversés. Les projets de loi plus controversés, comme le projet de loi 20 actuellement, 10 l'étaient déjà, mais moins couverts. Le projet de loi 20 est davantage couvert parce que là, les médecins sont dans la bataille. Alors là, vous voyez que ça, c'est couvert par les médias. Lorsqu'il y a une controverse, s'il y a unanimité, on n'ira pas rapporter demain, voilà, on a voté sur tel ou tel projet de loi, puis il y avait unanimité, un point, c'est tout. C'est lorsqu'il y a controverse. Sauf si c'est contre Ottawa. Oui, bien là, ce sont mais plutôt des motions qu'on adopte. Alors, disons, il y a aussi cet aspect-là dans le travail des parlementaires et des médias qui couvrent la colline parlementaire ici, c'est qu'on va couvrir ce qui est plus controversé. Et évidemment, ça peut faire la manchette et au moins, ça fait la nouvelle. C'est pas le reste, ça passe inaperçu. Qu'il y ait que tous les ministres n'aient pas répondu à une question là, depuis un an, je dirais que ça ne me surprend pas outre mesure, parce qu'il y a, disons, je vais être un peu méchant là, c'est qu'il y a des ministres qui n'ont pas grand-chose à faire. C'est-à-dire qu'ils sont là pour avoir un quota, soit régional, soit, disons, il y a différents critères qui président à la composition d'un cabinet. Et donc, on va le nommer ministre délégué de, et avec un petit dossier, très souvent. Alors, c'est pas, je comprends qu'on ne questionne pas à chaque jour. À ce moment-là, disons que son dossier est plus ou moins important, quoique le ministre lui-même trouve toujours son dossier très important, mais il faut bien voir que ça joue dans la dynamique politique, ça aussi. Et ce sont forcément les ministres les plus importants qui sont habituellement davantage questionnés. Ça me paraît assez normal. Gilbert Lavoie. Je vais commencer par les médias. Là. La solution ne viendra pas des journalistes. Là. Parce que je pense que quand vous dites, là, tous deux, que les journalistes ne couvrent pas les commissions parlementaires ou pas autant qu'on voudrait, tout ça, vous ignorez totalement ce qui se passe dans le monde de l'information et c'est pas récent. Là. Les salles de nouvelles diminuent considérablement et pire encore, l'accélération de l'information. D'ailleurs, il y a un livre qui va être publié bientôt auquel j'ai collaboré, mais on est une vingtaine là-dessus qui va sortir bientôt là, sur les médias sociaux, ce que ça entraîne. Mes collègues de la télévision là, et même de la presse écrite, ils doivent être le matin à 8h30 pour l'arrivée au Conseil des ministres, l'entrée des caucus, ils doivent être là pour la sortie des caucus. C'est l'enfer ce qui se passe dans le monde des médias. Alors, comptez pas sur ces gens-là pour avoir
pour trouver le temps pour aller en commission parlementaire lorsqu'ils doivent entrer en ondes aux demi-heures puis aux heures. Puis nous, dans l'écrit, pas les chroniqueurs, Dieu merci, pas encore. Ça va se passer peut-être pour mon successeur un jour, mais les journalistes de la presse écrite doivent faire ce qu'ils appellent des breaking news sur les sites Internet. On a moins de temps qu'on en avait. La solution ne viendra pas des médias d'information. Bon, ceci dit, M. Pelletier, on est d'accord sur une chose. Le 30 minutes ou moins de temps, là, je pense, vous avez raison de dire qu'une question donnée à l'avance, au fond, c'est vrai, ça mettrait plus de pression sur le gouvernement pour mieux y répondre. Peu importe les modalités, là, que ce soit au président la veille, mais c'est vrai qu'un ministre qui ne réussirait pas à répondre aurait un problème. Il ne faut pas sous-estimer, par ailleurs, le talent des gens qui préparent les lignes de presse. Hein? Le ministre pourrait vous lire des belles lignes de presse qui ressemblent à une question, à une réponse, et puis... Mais enfin, ça pourrait être utile. Ça pourrait être utile, mais j'en donnerais pas trop de questions préparées d'avance. Le président vient du parti au pouvoir, vous avez raison, mais si c'est un obstacle à son indépendance, bien, à quoi ça sert d'en nommer un? C'est comme Éric ici, là, il doit distribuer des tâches, mais il me semble que si tout le monde s'entend pour être plus exigeant à l'endroit du président, tout le monde, ça, c'est tous les partis qui sont là, c'est certain que pour le président, qui va sermonner plus souvent qu'auparavant le parti au pouvoir, c'est certain qu'il va se faire critiquer à l'intérieur du caucus. Mais ça existe déjà, ça. Si vous parlez au président passé ou actuel, je ne sais pas ce que Jacques Chagnon en dirait, mais ça arrive souvent que le président, à l'intérieur du caucus, là, il y a des gens qui disent, ben écoute, il ne nous aide pas bien, bien. Hein? Non, mais je veux dire que les membres du caucus, lors des réunions du caucus, il y en a qui trouvent que... Puis ça se rend à lui, évidemment. Alors, moi, il me semble que je le garderais, ça. Je serais plus exigeant à l'endroit du président, même si c'est vrai qu'il vient du parti au pouvoir. Et puis, les médias, j'en ai parlé. Les questions écrites... alors, on s'entend. Moi, j'en prendrais quelques-unes, mais pas trop. Mais je veux quand même vous insister sur le travail des médias. C'est pas en amélioration, ça, et ça ira pas en s'améliorant. Benoît Charette. Juste rassurer Gilbert, je pense avoir bien précisé, ce n'est pas un blâme à l'endroit des médias. Je pense avoir bien précisé aussi que je suis bien conscient de la réalité du quotidien et des difficultés toujours plus grandes des journalistes. Mais n'empêche, à travers mon propos, je voulais surtout mentionner qu'il y a un pan important du travail qui est réalisé ici à l'Assemblée nationale, qui ne reçoit pas la même attention que la période de questions, mais sans que ce soit un blâme. Et malgré le fait que ça fasse quelques années que j'y suis, je veux garder ma naïveté ou je veux garder ma foi en la présidence. Et là, je vais répondre à M. Pelletier. C'est un rôle capital qu'on peut peut-être même renforcer, mais ce que vous dites est vrai pour la moyenne, mais il y a quand même eu quelques cas au cours des dernières années où le président n'était pas issu du groupe parlementaire du gouvernement, que ce soit François Gendron pendant quelques temps ici à l'Assemblée nationale, mais sinon, hier, on recevait pendant un souper, ma foi, très intéressant, M. Milliken, qui à Ottawa a été longtemps président de la Chambre des communes en étant pourtant député de l'opposition. Donc, ce n'est pas vrai que la présidence est teintée à ce point, du moins j'ose le croire, malgré après quelques années. Il y a quelques jours à peine, Agnès Maltais, comme leader de l'opposition officielle, a bien plaidé sur un possible outrage au Parlement et le président lui a donné raison. Donc, la présidence a et peut compter sur une jurisprudence établie depuis plusieurs années. Cette jurisprudence-là s'est établie justement par des présidents provenant de différentes formations politiques. Donc, le jour où on cessera de croire au rôle du président, où on commencera à croire à sa partialité, ma foi, on perdra encore plus espoir dans le travail qui est fait ici au niveau de l'Assemblée nationale. Et sinon, peut-être un dernier petit élément rapidement. Je parlais d'un ministre en particulier à qui
des questions avaient été posées sans qu'il n'y réponde. Et c'est peut-être là aussi une partie du problème, parce que c'est le leader du gouvernement qui détermine qui répondra à la question posée. Donc, de notre côté, on a beau questionner un ministre en particulier en l'identifiant, si le leader du gouvernement attribue la réponse à un autre ministre, il y a aussi une frustration potentielle. Donc, peut-être dans le règlement, voir éventuellement, si on pose la question à tel ministre, s'assurer que ce soit ce ministre-là qui réponde à la question posée. Ça pourrait être une autre piste de solution. Merci. Il nous reste une quinzaine de minutes. Peut-être que c'est le temps d'ouvrir aux questions de la salle. Je tiens d'abord à vous remercier. Vous avez été d'un décorum exemplaire. Maintenant, oui, bonjour, de la salle. Claude Boucher. Moi, j'aimerais peut-être un peu élargir le débat et apporter le point de vue des coulisses, si vous voulez. Moi, j'étais fonctionnaire à Ottawa et aussi dans des cabinets ministériels. La période de questions, elle commence à 7h30 pour les fonctionnaires. Ils doivent faire la revue de la presse, essayer d'anticiper les questions et tout. Le but est qu'à 11h, au bureau du ministre, il y ait des propositions pour les questions. Ensuite, il y a le dialogue entre le bureau des ministres et les fonctionnaires pour qu'à midi, il y a plus ou moins une version acceptable de réponse qui est présentée au ministre. Là, le temps ministériel s'arrête. Le ministre, à partir de midi, il revoit les questions, s'assure qu'il est confortable. Ensuite, à 1h, il va au bureau du premier ministre pour discuter de la stratégie des questions et ensuite, la période de questions. Donc, quand on calcule, ça veut dire que le temps ministériel, chaque jour de période de questions, c'est 3 heures. Le temps de les ressources de la fonction publique qui gère la période de questions entre 7 heures et 3 heures, c'est aussi énorme. Et je crois qu'on doit se demander, est-ce que c'est la meilleure utilisation du temps ministériel et est-ce que c'est la meilleure utilisation des ressources de la fonction publique? Parce que ce qu'on fait là, on peut le multiplier au moins pour 10 ou 12 ministères, c'est-à-dire les ministères qui sont le plus souvent visés par la période de questions. Et là, je trouvais intéressant ce que disait M. Charette, c'est-à-dire qu'il y a peut-être d'autres façons de valoriser le rôle de député et d'autres façons de valoriser le rôle de l'Assemblée nationale et du Parlement. Et par exemple, à Londres, la période de questions, c'est 1 fois par semaine. C'est la période de questions du premier ministre. Tout est concentré là. C'est vrai que les questions sont concentrées sur le premier ministre, mais c'est 1 demi-heure, c'est diffusé. Et je ne sais pas si la démocratie se porterait plus mal si on avait 1 période de questions par semaine, bien encadrée, et que finalement, on libérait du temps ministériel très important pour faire autre chose, et aussi on libérait des ressources pour la fonction publique. Alors, je ne veux pas paraître iconoclaste, mais je trouve que dans un débat sur la période de questions, compte tenu ce qu'est devenu la période de questions, et encore plus à Ottawa, mais compte tenu de ce qui est devenu la période de questions, il faut vraiment se poser la question sur est-ce que c'est le meilleur outil, et si c'est un outil, on peut peut-être le faire moins fréquemment et trouver d'autres façons, que ce soit les commissions parlementaires ou autres, de questionner le gouvernement et d'avoir un vrai dialogue avec le gouvernement. Je vous remercie pour votre question qui est très pertinente. Des réactions? Mon Dieu! La difficulté avec ça, c'est, je pense qu'aujourd'hui, cette semaine, il n'y a pas de période de questions à l'Assemblée nationale. Et je pense qu'aujourd'hui, on aimerait ça avoir une période de questions avec ce qui s'est passé hier à Montréal. Alors, de dire ça va être seulement 1 fois par semaine, je suis très conscient, pour avoir travaillé au bureau d'un premier ministre pendant 3 ans, à quel point ça prend du temps, la préparation de la période de questions. C'est vrai. Et c'est sûrement très lourd à porter pour les ministres et leurs équipes. C'est vrai que c'est beaucoup d'énergie, mais ça fait partie de nos institutions. Mais cela dit, de limiter ça 1 fois par semaine, non. Je pense que l'exemple d'aujourd'hui, qu'on vit aujourd'hui, est un exemple. Moi, j'aimerais aujourd'hui avoir une période de questions, une bonne période de questions pour savoir où on s'en va avec tout ça. M. Pelletier? Oui. Moi aussi, je suis bien d'accord. Je pense qu'il faut une période de questions régulière là, à chaque séance. Il ne faut pas oublier qu'à Londres, il y en a chaque jour de séance. Le premier ministre n'y est pas, sauf le mercredi, durant sa demi-heure. Pour le reste, ce sont des ministres qui répondent aux questions. Il y a en rotation quand même, mais il y en a chaque jour. Et je pense que c'est normal que des ministres viennent répondre de leur travail, de la gestion de certains dossiers et tout ça.
Donc, de ce côté-là, moi, c'est un élément essentiel de reddition de comptes, cette période des questions. Peut-être pour ajouter, pour moi, la question écrite, ça devrait être indiqué aussi que ça s'adresse à tel ministre ou au premier ministre. Et c'est ce ministre-là qui devrait répondre ou le premier ministre qui devrait répondre. Dans les autres cas, et là, le président pourrait dire, oui, mais ce n'est pas ça que le proposeur voulait, c'est tel ministre qui doit répondre. Là, il devrait intervenir, effectivement, et je pense que ce serait mieux ainsi, ça l'obligerait, disons, à approfondir ses dossiers et à donner des réponses adéquates. Merci. Je vous ai ajouté. Peut-être mentionner très, très rapidement, période de questions, c'est une chose, mais pour des contextes comme celui qu'on a vécu hier, il y a aussi la disponibilité des élus eux-mêmes également. Et il y a plusieurs députés ou ministres qui se portent plus volontairement au jeu que d'autres. Et c'est là aussi où l'accès aux élus ne doit pas être restreint pour une plus grande transparence. Donc oui, la période de questions a ses vertus, mais aussi s'assurer que nos élus demeurent disponibles pour répondre aux questions des journalistes. Et certains, malheureusement, se prêtent moins au jeu. Oui, Jean-François. Pardon. Jean-François Godbout, Université de Montréal, département de sciences politiques. Ma question va être brève. Vous avez parlé, M. Charette, des débats liés au budget comme étant des débats qui étaient productifs. Je pense au mercredi, la journée des députés à l'Assemblée nationale. Que pensez-vous de l'idée, par exemple, peut-être de réduire le nombre de temps accordé à la période de questions, puis d'augmenter le temps qui sera accordé, par exemple, au débat sur le budget ou sur la journée des députés les mercredis pour permettre aux députés d'arrière-ban d'introduire des motions qui peuvent questionner le gouvernement également. Donc, j'aimerais vous entendre à ce sujet. Merci. Question très pertinente. Oui. Je fais référence à la motion du mercredi, qui est une motion qui appartient à l'opposition, qui est un exercice intéressant aussi, mais qui n'est pas dénué de frustration dans un contexte notamment de gouvernement majoritaire. Ce que l'on souhaiterait ultimement comme parti d'opposition, c'est de faire en sorte que certains de ces projets de loi que l'on dépose puissent être étudiés par le gouvernement. Ce que le gouvernement répond, c'est justement utiliser votre motion du mercredi pour faire appeler votre projet de loi. Sauf que si le gouvernement est majoritaire, on devine l'issue du vote ultimement, et même si le projet de loi devait être appelé ou passé à l'étape suivante, ça va s'arrêter là. Il y a eu un petit espoir avec un projet de loi déposé par Québec solidaire en début de mandat sur le logement pour les personnes âgées. Effectivement, le gouvernement a permis de passer à l'étape suivante, mais jamais depuis le projet de loi n'a été rappelé par le gouvernement. Et on peut présumer que d'ici la fin du mandat, il ne le sera pas davantage. Donc oui, c'est un outil qui est précieux, mais qui malheureusement reste entre les mains d'un gouvernement. Et si ce gouvernement-là est majoritaire, toutes les initiatives s'arrêtent là plus souvent qu'autrement, mais ce n'est pas non plus, et ça c'est un réflexe à développer, c'est vrai qu'à travers la période de questions ou ces motions-là, souvent c'est de prendre en défaut le gouvernement, mais ce n'est pas une mauvaise idée aussi d'aller chercher des consensus, sinon des votes unanimes. L'Assemblée nationale n'est jamais aussi forte que lorsqu'elle parle d'une seule voix. Donc, il faut s'enlever par moment le réflexe de dire « mon but à travers mon temps de parole est de piéger le gouvernement ». Si on peut dégager des consensus, on peut que s'en retrouver plus fort ultimement. Oui, M. Dion. Oui, merci beaucoup. Stéphane Dion, député de Saint-Laurent-Cartierville à la Chambre des communes. Merci à tous les intervenants. Voici la réflexion que ça m'inspire en très peu de temps. Si on écrit les questions à l'avance, si l'opposition le fait, on perd la spontanéité, on perd la capacité de savoir si le ministre ou la ministre connaît ses dossiers ou est simplement le porte-parole de ceux qui écriront la réponse pour lui, que ce soit ses fonctionnaires ou le bureau du premier ministre. Et à mon avis, c'est une grosse perte. Ce qu'on espère gagner en échange, c'est de meilleures réponses. Mais j'ai des gros doutes là-dessus. Car la difficulté d'avoir de bonnes réponses ne vient pas de la spontanéité de la question. Elle vient de la stratégie d'éviter de répondre. Et la première chose que vous recevez comme information quand vous êtes jeune ministre, puis qu'on vous dit « voici votre première période des questions », on vous dit « c'est la période des questions, ce n'est pas la période des réponses ». Ça a l'air d'une boutade, mais ce n'est pas une boutade, c'est une stratégie. Il ne faut pas répondre, car le but de l'opposition n'est pas d'obtenir des réponses, mais d'embarrasser le gouvernement. Donc, on ne répond pas. Et plus vous ne répondez pas, plus vous êtes un bon ministre.
Alors, j'ai refusé de faire ça personnellement. J'ai toujours trouvé que c'était mon point d'honneur que de répondre à l'opposition. Elle pouvait détester mes réponses, mais elle avait des réponses. Sauf que depuis que je suis dans l'opposition, je dois bien constater que c'est une très petite minorité de ministres qui font ça. Pour un Jason Kenney qui a hâte de vous répondre, qui a hâte de vous montrer que vous avez tort, qui va vous asséner toutes sortes de vérités vues par lui, vous avez combien de ministres qui se lèvent, lisent une feuille, pour la première fois peut-être, qui a été écrite même pas par leurs collaborateurs, par le bureau du premier ministre, du moins au gouvernement Harper, c'est comme ça que ça se passe, et qui va répondre la même feuille, quelle que soit la question. Il peut se tromper de feuille, ça n'a aucune importance. Ça n'a aucune importance, mesdames et messieurs, parce qu'il n'y a pas de sanction. Il n'y en a pas de la part de la présidence. Emmanuel Dubourg, qui est passé de l'Assemblée nationale à la Chambre des communes, me dit que le président de l'Assemblée nationale exerce plus son autorité que celui de la Chambre des communes. Je peux vous dire que la Chambre des communes, tout passe. Le ministre pourrait répondre blablabla, le président n'interviendra pas. Il faudrait qu'il y ait en effet une sanction qui vienne de la présidence et Gilbert qui vienne des médias. Je sais qu'il y a des contraintes, mais il y a beaucoup de journalistes qui ont intégré cette culture de la non-réponse, qui la considèrent comme habile. Ils ont de l'admiration pour cela. Et ils valorisent les politiciens qui font ça. Si, lors que le ministre sort, ou le premier ministre, il se retrouve devant les médias le relançaient sur sa non-réponse. Si c'était systématique, il y aurait une sanction. Comment ça se fait que si tous vos collaborateurs connaissaient l'existence du chèque, vous ne le connaissez pas? Et on exige une réponse. Et si vous ne répondez pas, au téléjournal, on va montrer que vous n'avez pas répondu. Là, il y aurait, à mon avis, une amélioration. Il faudrait vraiment qu'il y ait une sanction quelque part, mais je suis contre l'idée d'avoir des questions posées à l'avance pour la raison que j'ai donnée. Ce n'est pas un manque de préparation qui explique la non-réponse, c'est une stratégie ancrée dans notre culture politique. Merci beaucoup. Des réactions? C'est tellement vrai ce que vous dites, M. Dion, c'est que quand Jean Charest était premier ministre, Jean Charest, on connaît sa capacité de manier l'humour. Hein? Alors, il s'en sortait très souvent devant certaines questions avec une boutade. On trouvait ça très drôle, mais on ne le critiquait pas. Vous avez totalement raison que nous, le président, mais également les médias, devraient être plus sévères à l'endroit de ce genre de comportement. André? André Blais, Université de Montréal. Je voudrais d'abord dire que je suis en désaccord avec Stéphane Dion et en accord avec Régent Pelletier. Je pense que si on pose des questions, on a le droit aussi de laisser aux gens le temps de réfléchir un petit peu. Peut-être que ça ne sera pas une solution miracle, mais on devrait normalement laisser aux gens le temps de réfléchir un peu avant de répondre. Première chose. Maintenant, le problème, c'est bien simple, hein, vous l'avez tous identifié, c'est un cirque. Ce que vous n'avez pas souligné, cependant, c'est que pourquoi les gens le font, les politiciens d'une part et les médias, c'est parce que les citoyens aiment le cirque. Soyons réalistes, là, les médias font ça parce qu'ils savent que c'est populaire auprès de la population, les gens aiment cela. Et donc, c'est un problème beaucoup plus compliqué, mais si on identifie que le problème, c'est le cirque, c'est ça le problème, la perception d'un cirque, il faut essayer de s'attaquer au décorum. Et là, je m'excuse, mais moi, il me semble qu'il faut établir des règles très claires sur ce qui est permis, pas permis. Applaudissements, peut-être. Parler, non, absolument pas. Et donc, il devrait y avoir, selon moi, un code de conduite très clair, précis, et appliqué, évidemment, par le président. Merci. Des réactions, peut-être? Ça va? Je suis passablement d'accord, évidemment, avec... mais effectivement, un des grands problèmes, c'est le décorum. Moi, je suis allé plus loin, interdire les applaudissements, sachant fort bien que de toute façon, ça ne sera jamais accepté, là. Mais je pense qu'il faut demander plus pour avoir un petit peu moins à un moment donné. Alors, c'est parce que je ne pense pas qu'on veuille vraiment réformer la période des questions. Tout le monde y trouve son compte. Merci. Oui, Fatima. Merci, Fatima Ouda-Pépin. Moi aussi, je ne pense pas que le fait d'avoir des questions écrites vont changer quelque chose dans la qualité des réponses qui seront données par les ministres. On a parlé tantôt que les ministres préparent les questions très tôt le matin. Moi, je peux vous dire qu'on les prépare la veille et l'avant-veille parce que on lit tous, l'opposition comme le gouvernement, les argus, on sait quels sont les dossiers qui sont dans l'actualité et la période de questions porte généralement et presque exclusivement sur les questions de l'actualité. Les ministres, ils arrivent avec leur briefing book, avec leur dossier où les questions et les réponses sont déjà étudiées, analysées, les réponses sont là. Ce n'est pas le ministre nécessairement
qui répond à la question. C'est les réponses qui sont préparées, puis les lignes de presse qui doivent être lues durant la période de questions. Donc, de ce côté-là, je pense qu'il faut que... c'est vrai, on a dit que c'est un cirque, les gens aiment le cirque. Dans le public, il y a deux catégories de public. Il y a le public militant, qui lui applaudit chez lui en regardant le ministre donner une réponse ou planter le député qui lui pose la question. Et il y a le vrai public, celui qui n'est pas partisan et qui s'attend à avoir une vraie réponse et qui ne comprend pas pourquoi est-ce que les ministres passent toujours à côté de la question qu'il leur est posée. Et il est vrai qu'il y a un ministre qui a déjà dit que la période de questions, c'était une période de questions et non pas une période de réponse. Ceci dit, je trouve que tout cela ne redore pas le blason de la démocratie, ni des parlements, ni des députés, qui, à la veille de chaque élection, mettent leurs photos sur le poteau. Ils disent aux citoyens, je suis la meilleure personne pour vous représenter, pour défendre vos intérêts. Et lorsque cette personne arrive avec ses compétences, son intelligence et son savoir-faire à l'Assemblée nationale, tout ça est mis en veilleuse et elle doit opérer à l'intérieur d'un cadre très strict. Elle ne pense plus, elle n'a plus d'idées, elle ne peut surtout pas les exprimer. Et de ce fait, on réalise aussi que les élus, finalement, qui sont imputables aux yeux de la population, ils sont menés souvent par des non-élus qui font partie de l'entourage du premier ministre, qui font partie de la fonction publique, qui, elle est généralement pérenne parce que les fonctionnaires sont là assis sur leur poste pour longtemps, puis ils ont la suite sur les idées. Les ministres sont des visiteurs. Par le temps qu'ils connaissent leur ministère, ils savent où sont les toilettes dans chacun des étages. Il est déjà le temps de partir. Donc, je pense qu'il faudrait qu'on soit un peu plus exigeant à l'égard de la classe politique, oui, mais il faut aussi lui donner les moyens d'exercer les fonctions qui lui sont dévolues, ce qui n'est pas le cas actuellement. Et aussi, je déplore, comme M. Charette l'a dit, le fait que les députés soient à l'Assemblée nationale ou dans les parlements du matin au soir et que la seule fenêtre à travers laquelle on les regarde, c'est le 45 minutes de période de questions qui est un spectacle qui n'est pas très souvent beau à voir. Alors ça n'aide pas nécessairement. Les députés, ils font autre chose, ils font un travail très pertinent, très rigoureux en commission parlementaire. By the way, puisqu'on fait un travail législatif, le travail législatif se fait en commission parlementaire. Je comprends, comme disait M. Lavoie, le fait que les journalistes n'ont plus le temps de couvrir les événements, n'ont plus le temps d'approfondir, etc. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y a un effort à faire de ce côté-là pour que les journalistes eux-mêmes approfondissent les dossiers pour pouvoir en parler. Merci. Merci, Fatima. Une courte réaction. Il nous reste du temps pour 2 questions rapides. Je préférerais personnellement qu'on prenne les questions. Allons-y. En fait, quelques commentaires. La période de questions, pour moi, n'est pas un cirque. Elle vire au cirque, mais elle est un travail sérieux qui va nous donner la couleur d'un gouvernement et d'une opposition. C'est vraiment, ça donne une couleur. Les questions écrites d'avance, le problème qu'on a, par exemple, c'est que nous, au PQ, mettons, on fait les 3 premières questions. Ensuite, j'ai la CAQ qui arrive. S'il vide un sujet avec un ministre, je ne retournerai pas là-dessus. S'il ne le vide pas, je vais y aller. Donc, le fait qu'il y ait plusieurs partis avec beaucoup de joueurs provoque une mobilité dans la période des questions. Et je peux vous dire qu'à la fin de la période de questions, je sais que Bonnardel fait la même chose, François Bonnardel, nous choisissons à travers un paquet de leveurs de questions possibles parce que certains sujets ont été vidés par les autres. 90 % de la période de questions est connue de tous les côtés. Tout le monde sait quelle question va être posée. La seule chose qui nous reste, c'est l'effet de surprise parfois. Je vais y revenir. Alors, 3 mots. C'est un ballet extrêmement synchronisé au Québec, codifié, 1h45, 1h30, 30 minutes. C'est extrêmement codifié, c'est extrêmement rigide. En même temps, ça sert, je pense, ça sert la dynamique parlementaire. C'est l'endroit où l'humanité apparaît, la couleur des joueurs politiques. Or, en politique, une personnalité, c'est important. À la période des questions, vous allez voir si le ministre est capable d'assumer le stress, s'il connaît ses dossiers. Vous allez voir aussi si le joueur de l'opposition est solide et est capable de mener ses dossiers. La couleur politique apparaît à ce moment-là. Les personnalités sont encore importantes dans la vie politique. Il se crée des personnalités politiques à la période de questions.
Mais le problème, et c'est là-dessus, moi, que j'ai une question, c'est l'omnipotence du premier ministre. Si le premier ministre, en plus, et son équipe connaissent les questions d'avance, croyez-moi, l'opposition n'a plus aucun pouvoir dans cette Assemblée nationale. L'opposition a des pouvoirs très réduits. J'ai été des deux côtés. Et je le dis autant, je le dirais autant, et je le disais autant quand j'étais ministre. Le seul pouvoir à peu près qu'on a, c'est l'effet de surprise à la période de questions et la visibilité médiatique que ça nous donne pour percer le mur du son sur certains sujets. Merci, Mme Maltais. Je prends la dernière question et après, je vous laisse le mot de la fin à nos panélistes. Oui. Esther Lapointe, groupe Femmes, Politique et Démocratie. Moi, en tant que citoyenne, j'ai beaucoup de respect pour les hommes et les femmes politiques. Et j'attends d'eux une attitude digne. Et je ne pense pas que ce soit la mécanique de la période de questions qui soit en cause, mais bien l'attitude et le ton. Et ça, c'est quelque chose sur lesquels, si on veut changer ça, on peut. Comment se fait-il que les partis et que chacun des élus ne se donnent pas ce mot d'ordre-là? Parce qu'à l'heure actuelle, si les citoyens ont tant de cynisme à l'égard de la politique, ça tient beaucoup, entre autres, à ce 45 minutes-là par jour. Voilà. Comment se fait-il qu'on ne change pas ça, le sachant? Merci bien. Je laisse la parole d'abord à un élu. Très, très simplement, je ne peux qu'être d'accord avec la dame qui vient tout juste de prendre la parole. En même temps, je suis de ceux qui pensent que la période de questions n'est pas le seul moment ou le meilleur moment pour justement permettre aux députés, peu importe sa formation politique, peu importe qu'il soit de l'opposition ou au pouvoir, de bien s'acquitter de son mandat. Il y a d'autres fenêtres d'opportunités qui s'offrent à nous. Et à partir du moment, comme Assemblée ou comme gouvernement ou comme parti d'opposition, on met quelque chose sur la table pour déposer ou proposer une réforme, il ne faut pas s'arrêter uniquement à la seule période de questions. Il faut voir de façon plus globale, justement, comment rétablir ce lien de confiance-là avec la population. Mais vous avez raison. Le citoyen ou la citoyenne s'attend à plus de décorum de la part de ses élus et aux élus de se gouverner en conséquence. Mais en même temps, je peux paraître sévère en disant ça, mais ce simple 45 minutes-là n'est pas représentatif du travail du député ou de la députée à l'Assemblée nationale. Si on avait l'occasion de les voir sous un angle ou sous une fenêtre différente, celle des commissions parlementaires notamment, la perception serait certainement beaucoup plus positive. Merci. Brièvement, M. Pelletier, peut-être pour rebondir sur l'analyse de Mme Maltais. Oui. Disons, ce que je proposais d'abord, c'est d'avoir une partie écrite et une partie non écrite là, durant la période de questions. La partie écrite, c'est pour avoir une vraie réponse ensemble. L'autre, on pourra continuer. Bien, là, j'en viens au rôle du président. Si le président intervenait véritablement et disait « Monsieur le ministre, répondez à la question ». Est-ce que vous l'avez déjà entendu dire « répondez à la question » Et s'il le faisait, ça obligerait peut-être le ministre à intervenir davantage, à répondre un peu plus. Et là, le président ne le fera pas parce que c'est pas seulement parce qu'il est du parti au pouvoir, c'est pas pour lui, c'est pas dans l'habitude du président d'intervenir autant. Alors, c'est qu'il ne juge pas de la qualité de la réponse. On ne lui demande pas ça. S'il le faisait, peut-être que les ministres seraient obligés de répondre un petit peu plus. C'est uniquement ça que je souhaiterais, évidemment. Alors, je ne me fais pas d'illusions. Alors, l'autre aspect, c'est vrai que c'est de la stratégie, mais justement, pour essayer de contrer au moins une partie de cette stratégie, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir des réponses à un moment donné? Et c'est pas le seul moment, effectivement, mais c'est le moment, malheureusement, le plus visible. Alors, c'est ça qui ressort auprès de la population. Et si on n'est pas capable de changer ça, je pense que le cynisme va continuer encore. Il ne faut pas oublier qu'en Nouvelle-Zélande, quand même, il y a des questions écrites à l'avance et tout ça, et ça fonctionne très bien. Et le premier ministre n'en trouve pas plus mal non plus. Merci beaucoup.
le mot de la fin. Alors, je vais essayer de contredire tout le monde encore une fois, là, au mieux. Vous avez tort, la période de questions n'est pas la partie la plus visible du travail des députés et ministres. C'était peut-être le cas lorsque ça a été mis sur pied dans les institutions parlementaires. Ce n'est plus le cas. J'ai parlé des médias d'information. On est en ondes tout le temps. Ce qu'on voit, à mon avis, il faudrait faire le calcul, le plus souvent maintenant de nos élus, ce sont les points de presse, les scrums. C'est là qu'on les voit. Alors, un conseil là-dessus, préparez-vous mieux. Actuellement, les scrums d'un corridor, là, on peut comprendre que c'est incontournable parfois, mais à tout le moins, les vrais points de presse, arrivés, documentés. Actuellement, il y a une lacune de ce côté-là. On a parlé beaucoup du manque de temps des politiciens. Je ne comprends pas encore qu'on gaspille le temps de tous les députés, excusez le mot gaspille, là, avec la longue lecture de pétitions de temps en temps. C'est l'enfer d'avoir 125 députés assis là, le premier ministre, les ministres, puis on écoute des pétitions. Il faudrait corriger ça. Et Mme Maltais, quand vous parlez de l'humanité des politiciens, vous avez tellement raison. Il y a des gens de l'opposition, et je vais donner Christian Dubé en exemple, parfait inconnu, on le voit à peu près lorsqu'il est arrivé en politique, et il s'est fait connaître très rapidement à cause du sérieux de son travail, et on l'a vu à la période de questions et ailleurs. Et c'est pour ça que la formule actuelle, là, des questions non préparées d'avance, c'est très important, mais également du travail en point de presse. Je termine là-dessus. Merci beaucoup. Merci à tous. Je pense qu'il mérite une main d'applaudissement. Voilà qui termine la période de questions. Alors, un très grand merci à nos conférenciers. Il est 10h10. Nous reprendrons à 10h30 pour le prochain panel. Et pour ceux qui étaient là hier, la partie de bingo se poursuit. J'ai le numéro 56. Alors, si quelqu'un a égaré son numéro du vestiaire, il sera sur la petite table à mes côtés. Alors, numéro 56.